VOA Afrique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. La question du troisième mandat à nouveau à la une alors que la situation au Burundi reste tendue autour de la candidature de Pierre Nkurunziza. Mais du Sénégal à la RDC en passant par le Burkina Faso, le débat reste vif autour du maintien au pouvoir des présidents africains. Les populations et surtout les jeunes crient leur besoin de voir l'alternance devenir la règle en Afrique. Qu'ils battent le pavé dans les rues de Dakar, Kinshasa ou Ouagadougou, de plus en plus d'Africains disent non au tripatouillage constitutionnel ou électoral pour rester au pouvoir. Abdoulaye Wade est parti par les urnes, Blaise Compaoré par la rue. Qui sera le prochain? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains? Élément de réponse dans ce Washington Forum. Washington Forum. Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Le troisième mandat fait saliver un peu partout en Afrique depuis des mois. Au Burundi, pour le moment, le débat est clos puisque Pierre Nkurunziza a signé le décret pour organiser la présidentielle le 15 juillet prochain. Aucun doute, il sera candidat et fait figure de favori pour l'emporter. Et ce malgré les appels de la communauté internationale et d'une partie de la rue burundaise qui l'accuse d'avoir violé la Constitution et les accords d'Arusha. Au-delà de l'exemple burundais, la question se pose dans de nombreux pays du continent et pas toujours de manière conflictuelle. Avant d'en débattre, les explications avec ce reportage de Morgane Guiriec. La contestation populaire au Burundi semble sur le déclin. Mais la grogne demeure contre la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Inspirés par les exemples sénégalais et burkinabais, les jeunes burundais se sont soulevés pour réclamer l'alternance à la tête de l'État. Et la communauté internationale, États-Unis en tête, a fait écho à ce désir de changement. Ce que nous voyons aujourd'hui est une très forte réaction à sa décision de briguer un troisième mandat. Dans l'intérêt de la stabilité du pays, dans l'intérêt de voir le Burundi avancer dans la bonne direction et non pas le voir régresser, nous avons appelé le président à ne pas briguer un troisième mandat. La question du troisième mandat agite l'Afrique subsaharienne depuis 2012. Abdoulaye Wade en a fait les frais au Sénégal. Blaise Compaoré a subi les foudres de la rue. Et en 2016, la question va sans doute revenir à Kinshasa, où Joseph Kabila n'a toujours pas clarifié les choses. Même scénario à Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Les opposants de ces deux pays sont sur le qui-vive. Mais l'Afrique doit-elle suivre le scénario de l'Occident, où l'alternance démocratique est la règle? Non, répondent les partisans de Paul Kagame au Rwanda. Le pays des 1000 collines est un modèle de réussite économique, mais cela justifie-t-il de modifier la Constitution? Une pétition signée par 2 millions de Rwandais a pourtant été introduite dans ce sens pour permettre au président Kagame de se représenter. Nous sommes venus ici au Parlement portant justement le paquet contenant les lettres de membres de l'Église de Pentecôte au Rwanda qui veulent que dans la Constitution, le numéro 101, qu'on puisse changer et que notre président de la République puisse participer aux élections dans notre mandat. L'Union africaine a bien énoncé les principes d'alternance et de respect des constitutions, mais sa charte démocratique reste encore une coquille vide, interprétée au gré des circonstances. Voilà, merci Morgane. Le troisième mandat en Afrique, c'est l'objet de ce Washington Forum. Pour en parler ce soir, nos invités sont Tidjani Togola, chercheur au programme Reagan-Fassel du National Endowment for Democracy. Bonsoir. Bonsoir. Et on aura tout à l'heure depuis New York Nasser Eke Babakoul, un membre du mouvement Tékré, qui a contribué à la campagne citoyenne pour faire partir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Via Skype, depuis Pretoria, en Afrique du Sud, le professeur David Zunmenou Dossou. Bonsoir. Bonsoir. Et depuis Libreville au Gabon, toujours via Skype, Marcona et Sangui, vous êtes le secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Vous êtes aussi membre fondateur du collectif Tournons la page. Bonsoir. Bonsoir. Allez messieurs, on va commencer évidemment ce débat. En préparant cette émission, je suis tombé sur des chiffres assez intéressants que je voudrais partager avec nos téléspectateurs. Notez ainsi que 88% des Togolais n'ont connu que la famille Gnassingbé au pouvoir depuis 1967. Entre Gnassingbé, Yadema et Fort Gnassingbé,
Tenez-vous bien également, 87% des Gabonais n'ont connu que la famille Bongo au pouvoir depuis 1967 entre Omar et Ali Bongo. Pourtant, dans ces deux pays, il n'y a pas de monarchie. Évidemment, ces chiffres sont fournis par le collectif Tournons la page, dont on voit apparaître le joli logo à l'écran. Et avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, je voudrais juste vous faire réentendre un extrait du fameux discours d'Accra de Barack Obama. Voici ce que disait à l'époque le président américain. On l'écoute. Ne vous trompez pas, l'histoire est du côté de ces braves Africains. Pas avec ceux qui font des coups d'État ou changent la Constitution pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Voilà pour cette déclaration évidemment du président américain Barack Obama. C'était en 2009 à Accra. Tidjani Togola, pas d'hommes forts, mais des institutions fortes. Qu'est-ce que cela vous inspire ? La première des choses que ça m'inspire, c'est que... Donc, je vais d'abord dire que c'est vrai. En fait, on ne peut pas faire de démocratie sur la base des hommes forts, mais plutôt sur la base des institutions fortes. Et cela amène la question des institutions en Afrique où les pères de la démocratie se sont montrés comme des hommes forts. Mais malheureusement, ce qui a manqué, c'était la capacité par la suite de créer des institutions fortes auxquelles les hommes vont se soumettre. Merci beaucoup. Alors, David Zunmenou-Dossou, vous êtes à Pretoria, en Afrique du Sud. Le sommet de l'Union africaine a lieu en ce moment dans ce pays. On rappelle qu'au Burundi, il n'y a pas techniquement de modification de la Constitution par Pierre Nkurunziza, mais on va dire une interprétation différente des accords d'Arusha et évidemment de la Constitution. Alors, David, vous m'avez dit en préparant cette émission que la situation actuelle, finalement, c'est l'échec des dispositifs normatifs, puisque 15 pays africains qui ont voulu récemment modifier leur constitution, eh bien, 11 ont réussi. David, est-ce à dire que les constitutions africaines seraient trop faibles ? Tout à fait. Je pense qu'on dépense tellement d'énergie à élaborer des constitutions qui, en fin de compte, ne servent pratiquement à rien. Alors que si l'on regarde l'histoire politique du continent africain, depuis 60, les crises politiques font partie des causes des conflits armés et sauvages que la plupart des pays ont connus et desquels ils ne sont pas encore relevés jusqu'à présent. En définissant le consensus consensuel, il suffisait qu'on transmette, qu'on traduise en réalité les éléments qu'on y inclut, en essayant de les respecter, de respecter la volonté du peuple, plutôt que de se lancer dans des manipulations qui, en fin de compte, ruinent et dangereusement les efforts qui ont été fournis pour bâtir des nations démocratiques dont, en tout cas, que la plupart des Africains attendent. Alors certains vont nous traiter d'afro-pessimistes, il y a aussi les afro-optimistes. Finalement, est-ce que le tableau est si sombre que ça sur le continent ? Parce qu'il y a eu des alternances, notamment en Afrique de l'Ouest, avec la Guinée, le Niger, le Sénégal et bientôt le Burkina Faso avec les élections en octobre. On va retrouver, on me fait signe qu'il est arrivé dans notre studio de New York, Nasser Eke Babakoul du mouvement burkinabé Tékré. On rappelle que Blaise Compaoré est au pouvoir depuis 1987. Après la mort de Thomas Sankara, il s'en est allé d'un coup de balai citoyen un jour d'octobre 2014. Alors Nasser, vous êtes en ligne depuis New York. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la révolution a fonctionné au Burkina Faso ? Alors bonjour, oui, la révolution a fonctionné au Burkina Faso parce qu'il y avait une envie vraiment très grande d'apporter un changement. La jeunesse était vraiment motivée et la majorité de la population était fatiguée de rester sous le règne d'une même personne pour presque 30 ans. Donc le sentiment était partagé et la jeunesse était motivée. Alors, Marcona, vous êtes à Libreville. Le collectif Tournons la page crie haut et fort qu'il ne peut y avoir de démocratie en Afrique comme ailleurs, sans alternance. Beaucoup pointent du doigt la communauté internationale et les Occidentaux accusés de faire du deux poids deux mesures vis-à-vis des dirigeants africains. Est-ce que c'est votre avis, Marcona ? Merci, c'est mon avis, parce que vous avez fait passer un extrait du discours de Barack Obama à Accra, où il disait l'Afrique n'a pas besoin d'hommes politiques forts, mais des institutions fortes. Mais on a bien vu le même Barack Obama positionné à sa droite au dernier sommet Afrique-Amérique, M. Ali Bongo,
qui fait partie de ces dinosaures africains qui ne veulent pas quitter le pouvoir, dont la famille ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, autant on peut gloser sur Mugabe, autant on glose sur Kabila, mais il faudrait aussi mettre la même pression sur des dictatures comme celle du Gabon ou du Togo. Alors, Tidjani Togola, vous êtes en studio ici à mes côtés à Washington. Vous vous pestez souvent contre les pères des indépendances africaines. Contre-exemple peut-être de Léopold Sédar Senghor, qui certes après 20 ans a quitté le pouvoir, mais il a quitté le pouvoir de lui-même. Alors est-ce que finalement cette critique contre les pères des indépendances africaines est-elle fondée ? Alors, elle est très fondée. Vous-même, vous venez de dire 20 ans. Déjà, 20 ans de pouvoir, c'est une insulte à la nation. C'est dire que je suis le seul qui suis intelligent. Et donc, insulter l'intelligence de toute une population. Et quand il est parti, on arrive au cas de la mise en place de l'Union africaine elle-même, qui d'ailleurs, pour moi, est partie du Mali, de la Guinée et du Ghana. Là encore, ça n'a pas marché parce que, par exemple, Sékou Touré, pour moi, ce n'est pas le modèle, le parfait exemple de démocrate. Cette organisation a très vite éclaté, tout simplement parce que Sékou Touré a décidé de rejoindre les États-Unis et puis, entre-temps, le Mali, la Guinée et le Mali, le Ghana n'ont pas suivi. Et depuis ces pères de l'indépendance, qui pour moi auraient dû poser les premières pierres des institutions fortes, depuis qu'eux, ils ont échoué, on est toujours en train de vivre la même situation. L'Union africaine qui hérite de ce qu'ils ont fait, elle est en train de démontrer jour et nuit que ça ne va pas. Alors justement, on va en reparler dans une prochaine partie de l'émission. Mais David Zunmenudo, sous question pour vous. Vous m'avez dit avant l'émission que vous craigniez que finalement l'Afrique ne retourne à la période post-communiste après la chute de l'URSS, avec notamment certaines présidences à vie. On voit déjà cette tendance dans les manipulations des élections, où des présidents gagnent des élections avec 98%. Juste pour rappel, on a examiné 98 constitutions en Afrique entre la période 60 et 90. Et dans ces 98 constitutions, seulement 6 contiennent des clauses limitatives de mandat. Après 90, on fait l'étude sur 64 constitutions et on réalise qu'entre 1990 et 2010, plus de 3/4 de ces constitutions, sinon 49 constitutions, contenaient des clauses limitatives de mandat. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Africains ont tiré des leçons des présidences à vie qui ont été dangereuses pour la survie de l'État, pour la construction des institutions, pour le développement économique. La mort de Mobutu Sese Seko au Zaïre a entraîné le Zaïre dans une guerre fratricide qui a ruiné complètement les espoirs de ce pays. La mort de Félix Houphouët-Boigny a replongé la Côte d'Ivoire avec des conséquences désastreuses pour le pays. Donc je pense que si on ne fait pas attention au respect scrupuleux des mandats présidentiels, on risque de retomber dans ces travers d'enfants qui ont créé, qui ont fait le lit aux crises et favoriser l'émergence des seigneurs de guerre qui que l'exclusion politique, en tout cas c'est pour combattre l'exclusion politique qu'ils ont pris des armes. Donc il faudrait éviter le retour à ce scénario, à cette case de départ. Et voilà pourquoi les chefs d'État, les autorités africaines sont interpellées alors qu'elles sont en réunion actuellement à Pretoria. Alors David, la connexion est un peu difficile avec Pretoria. David et nos téléspectateurs, je vous propose avant de poursuivre de marquer une pause dans cette émission. On se retrouve juste après pour la suite de ces débats et les derniers développements. À très vite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Et retour dans ce Washington Forum, gros plan cette semaine sur la question des troisièmes mandats en Afrique. Nos invités pour en débattre, Tidjani Togola,
Zunmenu Dossou, Nasser Babakoul et Marcona Essangui. Le thème de notre émission a suscité des centaines de réactions sur notre page Facebook. Je vous propose de lire certains commentaires. On commence par Inoussa Moussa, qui est à Lomé au Togo. L'alternance est une bonne gouvernance, même en Afrique, mais les Occidentaux font une politique de 2 poids 2 mesures dans les pays africains en tenant compte de leurs intérêts. Chrissy Kassongoma en RDC, le problème c'est que les dirigeants africains font des compromis pour arriver au pouvoir. La seule chose qu'ils doivent savoir, c'est que l'Afrique change et qu'il est temps pour nous, Africains, de nous mettre devant nos responsabilités et d'assumer. Roland Doraz à Bangui en Centrafrique, alternance oui, mais commençons par définir ce qu'est la démocratie. Comparer les avantages de la dictature du Parti communiste chinois et les dictatures larvées de l'Occident, c'est sa question. Tabitha Nzoto en Kinshasa en RDC, l'Afrique devrait-elle faire le copier-coller de la démocratie occidentale ou définir un mode de gouvernance adapté à ses valeurs et à sa culture? Une démocratie à l'africaine, si l'alternance est aisée en Occident, elle ne s'adapte pas à la culture africaine. Fadou Ali Mahamat, Ngaoundéré, c'est au Cameroun. Je suis parfaitement d'accord avec les Occidentaux. Ils sont capables de faire sortir de cette impasse des présidents qui veulent mourir au pouvoir. Aidez-nous à nous en débarrasser de ces accros du pouvoir. Dernier commentaire, Tchoukmoué Guéroua à Lubumbashi en RDC. On ne cessera jamais de dire que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. Par contre, nous avons besoin d'institutions fortes. Tous ces dirigeants doivent céder leur fauteuil à d'autres personnes afin d'éviter le pire. Retour à notre débat avec un gros plan sur la question du 3e mandat. Alors on va parler à présent d'un contre-exemple intéressant, le Rwanda. Paul Kagame est au pouvoir depuis 2000 et de facto quasiment depuis 1994 puisqu'il était vice-président. Avec la constitution actuelle, il ne peut pas légalement se représenter. Mais vous allez le voir, une pétition de 2 millions de personnes pour changer la constitution a été soumise au Parlement pour qu'il se représente en 2017. Sur VOA Afrique, Robert Jackson du département d'État a déclaré qu'un 3e mandat de Paul Kagame ne serait pas une bonne idée. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Edouard Munyamaliza. Il est le président de la société civile rwandaise. Moi, je me méfie beaucoup de la gendarmerie de la communauté internationale derrière les pays. Parce que le Rwanda a sa propre démocratie, sa manière de voir comment diriger son peuple, comment se maintenir dans la bonne gouvernance au profit de ce peuple. Alors les Américains et les autres, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs propres affaires. S'occuper de leurs affaires, comme nous le dit Edouard Munyamaliza, le président de la société civile rwandaise. Il était interrogé par Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Kigali. Alors Tidjani Togola, on a ici un exemple clair d'expression populaire pour un changement de la Constitution de la part de la société civile. Est-ce qu'il ne faudrait pas entendre les Rwandais ? Alors, il est évident qu'il faut entendre les Rwandais, mais le gros problème qui se pose et qui est très fréquent en Afrique et qu'on ne dit pas, c'est qu'on a une société civile qui reste très dépendante du gouvernement et également des dirigeants. Donc, on a une société civile, peut-être le mot va être fort et qui va choquer certains, mais on a une société civile généralement très corrompue. Et moi, je pense que sur l'exemple spécifique du Rwanda, il est temps pour le président rwandais de partir parce qu'il a fait sa preuve, il a démontré qu'on peut faire une réussite, il a fait preuve d'une certaine rigueur. Mais cela ne suffit pas. Il doit pouvoir, lui, maintenant, donner l'exemple en partant et ensuite, celui-là qui viendra derrière lui ne pourra pas prétendre rester parce qu'il a fait une réussite ou quoi que ce soit. Maintenant, pour le cas spécifique de la société civile, je pense que le président de la société civile, M. Edouard, il se trompe énormément parce que la démocratie ne rime pas avec la monarchie. Alors, on va poser la question à Marcona Essangui. Marcona, vous êtes africain, vous êtes de la société civile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat sur la faiblesse des sociétés civiles en Afrique ? Nous avons défini 2 sociétés civiles. Vous avez une société civile de service, au service du pouvoir, et une autre société civile africaine libre. C'est celle-là, je me réclame de cette société civile. Et j'estime que quand on parle de démocratie, la démocratie fonctionne avec des règles universelles. Il n'y a pas une démocratie africaine, il n'y a pas une démocratie européenne. La démocratie, c'est la démocratie avec des règles. Si on estime qu'un pays est un pays, c'est une république avec une constitution, et la constitution voudrait qu'on respecte la voix du peuple. Alors, il faut respecter la voix du peuple. Et par conséquent, moi, je ne suis pas
de ceux qui pensent qu'il faudrait avoir une démocratie africaine. Non, une démocratie des tropiques, je ne suis pas pour. Si on est capable de se développer avec l'alternance dans d'autres continents, on est capable aussi de se développer avec les alternances en Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est l'accaparement de pouvoir par des oligarques qui sont là depuis 50 ans pour le cas du Gabon et qui ne veulent pas que les pays, d'autres éléments émergent. C'est ça le problème en Afrique. Oui, et Nasser Baba, vous êtes dans notre studio à New York. C'était aussi ça, la volonté du mouvement Tocré pour faire partir évidemment Blaise Compaoré. C'était en octobre 2014. C'était vraiment l'alternance qui devait régner au Burkina. Effectivement, c'était la même volonté que partage le peuple aussi rwandais. C'était la même volonté que partagent aussi beaucoup de nos frères de pays aux alentours. Nous avons utilisé les réseaux sociaux et puis on a motivé beaucoup de jeunes, notamment avec le ballet citoyen aussi et beaucoup d'autres mouvements qui se sont mis ensemble. On a pu motiver le peuple à sortir. Et nous sommes tous sortis aussi, nous sommes à New York, nous avons aussi regroupé un peu les différentes couches de la société et puis les différents partis et nous sommes allés faire valoir la voix du peuple. Donc, revenons à ta question à propos de l'afrocentrisme que présentent certains hommes politiques quand il s'agit de démocratie limitée, parce que je trouve que c'est un peu bizarre que c'est quand ça les arrange qu'ils demandent à ce que l'Occident reste en dehors des situations. Je suis bien d'accord que nous avons notre chemin à nous-mêmes, l'Afrique a un chemin à lui-même, mais quand on parle de démocratie, il faut que nos présidents apprennent à respecter les textes de la Constitution et surtout la volonté du peuple. Il faudrait bien que le président rwandais aussi sache que nous sommes tous du côté de son peuple. Les jeunes burkinabés soutiennent son peuple parce que leur volonté est la même que la nôtre, que nous avons partagée et épousée. Donc je trouve que ce serait vraiment humble de sa part de aussi respecter les textes et puis laisser la place pour que quelqu'un d'autre vienne aussi et continue le travail qui a déjà été abattu. Alors justement, vous avez tous parlé des dirigeants africains. Il y a une grande institution panafricaine, c'est l'Union africaine, qui par 2 fois a tenté de préciser sa position sur l'alternance politique en Afrique. Il y avait d'abord la déclaration de Lomé, c'était en juillet 2000, et surtout le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Je vous lis l'alinéa 5 où l'Union africaine dit vouloir sanctionner, je cite, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Alors, Marcona, est-ce que vous jugez que l'Union africaine, c'est une institution crédible ? L'Union africaine ne peut pas ne pas avoir des lenteurs que nous constatons aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont les mêmes chefs d'État qui, dans leur pays, ne respectent pas les constitutions. Ce sont ces mêmes chefs d'État qui se retrouvent au sein de l'Union africaine pour prendre des décisions. Ça ne peut pas avancer. Je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, moi, je pense que c'est comme l'OUA a été, l'Union africaine, c'est le club des chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir. Ils sont tous solidaires. Qui va appliquer quoi? Il faut d'abord commencer par une certaine condamnation. Quand un chef d'État ne va pas va contre les textes qui sont adoptés dans son pays, par exemple le non-respect de la Constitution, il faut commencer par dénoncer. Il faudrait que les pères africains dénoncent le comportement de tel ou tel chef d'État qui ne respecte pas. Je n'ai pas entendu beaucoup de sons quand, par exemple, Blaise Compaoré a voulu s'approcher au pouvoir. Je n'ai pas entendu beaucoup de discours quand Kabila s'approche au pouvoir. Et ça veut tout simplement alors dire justement, que c'est justement, la transition est toute trouvée, Marc. Vous parlez du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui est de facto au pouvoir depuis 2001 à Kinshasa. On ne sait pas encore quelles seront ses intentions pour 2016. Et la situation est la même de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir en 1997. Il avait avant cela dirigé le pays de 1979 à 1992. Alors, Tidjani Togola, on a ces 2 pays congolais, ces 2 voisins. La question va être brûlante en 2016. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une issue pacifique dans ces 2 pays sur ce thème du 3e mandat? Alors, moi, la première des choses que je pense qu'on peut toujours trouver, il y a toujours 2 solutions.
La première, si vraiment ils entendent raison, on peut trouver une issue et puis sortir de façon paisible. La deuxième solution, il faut tout simplement que l'Union africaine gagne cette fois-ci sa crédibilité en amenant des vraies mesures de sanctions et que les autres partenaires suivent cela. Donc moi, je pense que c'est juste cette façon où ils l'acceptent ou on le force. Merci beaucoup Tidjani Togola. Alors évidemment, ce débat sur le troisième mandat, on en parle ici aussi dans la diaspora africaine. Et pour en parler, on retrouve Roger Muntu. Bonsoir Roger. Salut Nico. Le temps où les constitutions pouvaient être modifiées à volonté par un chef d'État est révolu d'après François Luakabwanga, un membre de la diaspora congolaise de Washington. Les dictateurs redoutent la justice et de ce fait se sont obligés de passer en force. Ces présidents-là ne sont pas non plus protégés par la Constitution. Ici aux États-Unis, j'ai remarqué qu'en fait tous les anciens présidents sont protégés. Hilaire est burundais. Il est d'avis que les partis d'opposition et les populations pourraient ne plus vouloir se laisser faire, la peur changeant de camp. Les tensions vont s'accroître. Quand vous créez un peu une tension dans un pays et que les gens commencent à aller dans la rue, que les gens commencent à mourir, que les gens commencent à s'entretuer, donc tout d'abord, ça fait ressusciter certains des mots de division sociale qui se trouvaient dans ce pays. L'actuelle constitution rwandaise, adoptée en 2003, limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Elle interdit donc à l'État à Paul Kagame, déjà élu en 2003 et 2010, de se présenter une troisième fois. Mais selon Bosco, il faut respecter la volonté du peuple. La Constitution était votée et acceptée démocratiquement par les citoyens rwandais. Alors ce même peuple rwandais a le pouvoir de demander par pétition une réforme constitutionnelle pour permettre au président de se représenter en 2017. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il va nécessairement briguer un troisième mandat, mais plutôt que certains citoyens peuvent tout simplement exprimer leur opinion, qu'ils soient pour ou contre. D'abord, le peuple rwandais est bâillonné. Il ne peut pas parler. Tu as une frange, un pourcentage infime qui est pour toi, et c'est ce peuple-là qui te dit, bon, tu peux rester, et tu vas te baser là-dessus pour pouvoir... Non, soyons quand même quelque part conséquents avec nous-mêmes. Mais les Africains, ils manquent sérieusement le patriotisme. Puisque quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas chercher du mal à votre pays. Quand vous aimez votre pays, vous allez aller au pouvoir, non pas pour vous enrichir, mais pour développer le pays. Certains membres de la diaspora africaine n'ont cessé de donner comme exemple le geste de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan qui a rapidement accepté la victoire de son adversaire, le président Muhammadu Buhari. Ils pensent aussi, Nico, qu'il est indispensable pour les dirigeants et leur parti d'être en harmonie avec le peuple car, disent-ils, c'est le seul élément permanent dans la marche de l'histoire. Nico. Merci beaucoup Roger Muntu. Alors évidemment, on va avoir le dernier mot de la fin avec Nasser Baba à New York. Nasser, quel est votre message très rapidement pour la jeunesse africaine ? Mon message pour la jeunesse africaine, c'est beaucoup de courage. Il faut avoir une colonne solide dans le courage. Il faut agir et parler quand les choses ne vont pas. Il faut que nous brisions le silence qui a résidé pendant très longtemps. Et aussi, surtout, aux hommes politiques et aux présidents africains, il est temps de respecter les constitutions parce que quand vous acceptez la Constitution avant d'entamer votre gestion du pouvoir, il faudra savoir aussi la respecter quand il est temps de quitter. Parce que non seulement ce serait bien parce que ça garde le pays en toute paix, Nasser, mais aussi la ça musique sert d'exemple. De la fin de notre émission. Merci Nasser d'avoir été avec nous. Merci à Tidjani Togola. On va remercier également Marcona Essangé et le professeur Zunmenu Dossou à Pretoria. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Merci à Lionel Gaïma, Linda Ringe et Jean-Michel Mathurin pour la réalisation de cette émission. Vous aurez le plaisir de retrouver la semaine prochaine Jacques Aristide. Retrouvez-nous sur www.voaafrique.com.